Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Alors Cécile Coulombe, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Ça fait longtemps qu'on devait se retrouver. Et c'est enfin chose faite. Voilà, pour parler de la lectrice que vous êtes et bien sûr aussi de l'auteur. Mais vous avez une particularité qui est une grande qualité, c'est que vous êtes très attachée à votre terre natale. Absolument. Qui est l'Auvergne. Oui. Vous venez pas tant que ça à Paris. J'essaye de venir le moins possible parce que je suis très bien à la campagne, ou en tout cas à Clermont-Ferrand, qui est une ville à la campagne. Mais il faut bien que j'y sois de temps en temps à Paris. Surtout que là, vous allez bientôt sortir un nouveau livre. Oui, en fin août, le 21 août, il y a mon nouveau roman qui sort aux éditions de l'Iconoclaste et qui s'appelle Une bête au paradis. Joli titre. Merci. On a mis un moment à le trouver, donc je suis ravie que vous me le disiez. Alors, avant qu'on reparle un petit peu aussi de votre livre, il y a une question qui évidemment me brûle les lèvres, que j'ai envie de vous poser depuis longtemps, qui est Cécile Coulombe, quelle lectrice êtes-vous ? Je pense que je suis une lectrice boulimique. Ouais. Je sais pas si boulimique c'est le bon terme. Carnivore peut-être. Carnivore et très gourmande, c'est-à-dire que je lis énormément et surtout de tout. Depuis toujours ? Depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai commencé à lire avec mes oreilles puisque j'écoutais les histoires que me racontaient mes parents. Ouais. Et c'est tellement important, on oublie ça. À quel point la lecture, ça commence par les oreilles et à quel point ça commence par la voix des autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les lectures orales ont un tel public. C'est parce qu'on a tous envie de replonger dans cet état d'enfance et d'écoute et de concentration absolue. Donc moi, j'ai commencé à lire comme ça. En écoutant. Et ensuite, il se trouve que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'objet livre n'était pas un objet particulier, c'est-à-dire que ça faisait partie du quotidien. Donc j'ai toujours eu beaucoup de livres autour de moi. Donc je me suis plongée dans des textes que j'ai adorés. Comme beaucoup de gens de ma génération, je passais un certain temps dans mon lit avec la lampe de poche à lire du Stephen King, à lire des récits terrifiants parce que j'adorais ça. À quel âge vous lisiez Stephen King ? Moi, j'ai commencé à lire Stephen King, j'étais en primaire, j'étais en CM1. Ah ouais. Je me souviens que le premier Stephen King que j'ai lu, j'étais en CM1 et c'était Carrie. Hein, ouais. Oui, mais c'est tôt et en même temps, j'étais emportée. Hein, donc, ça me faisait très très peur. Et c'est pour ça que je lisais. C'était pour ressentir ces émotions-là. Et en fait, pour moi, la lecture, dès le départ, c'était la recherche d'une émotion que la réalité n'était pas capable de me donner. Et quand je lisais Carrie, Shining, différentes saisons, tous ces grands textes de Stephen King, tout d'un coup, j'étais transportée dans un univers, dans des villes, dans des histoires imaginaires ou pas d'ailleurs, mais qui n'étaient pas mon histoire. Je sortais de moi-même, je sortais de ma vie pour apprendre de la vie des autres. Et c'était super. Tout d'un coup, vous avez une sensation de plénitude et de tout est possible. Et les Stephen King, ils étaient dans la bibliothèque de vos parents ? Ils étaient dans la bibliothèque de mon frère qui avait eu pour cadeau l'ensemble des Stephen King en poche. Ça, c'est un beau cadeau. Parce qu'il était un peu plus âgé que vous, peut-être. Évidemment, il était plus âgé que moi. Et moi, je suis allée taper dans ses bouquins. Précoce, comme pour l'écriture. Absolument. Généralement, précoce en lecture donne précoce en écriture aussi. L'écriture, l'envie de l'écriture, elle est venue avec le fait d'être pris par cette émotion en lisant. Je crois qu'au départ, c'était une très très bête émotion de mimétisme. Je me suis dit, moi, ça m'apporte tellement de choses, j'ai envie de faire pareil. C'est comme un gamin qui voit son joueur de foot préféré faire des jongles. Ouais. Il dit, je vais m'inscrire dans un club de foot pour faire pareil. Et moi, c'était ça. Je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, avec tout l'orgueil de l'enfance, j'ai envie d'être Stephen King. Puis après, je me suis dit, j'ai envie d'être Donna Tartt, j'ai envie d'être Annie Ernaux, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est ces auteurs qui m'ont marqué. Mais je me suis mise à écrire des histoires pour essayer de provoquer ces émotions-là chez les autres. Évidemment, ça a pris du temps, hein, parce que c'était très mauvais au départ. Mais il y avait vraiment cette envie de faire comme ceux qui avaient été si importants pour moi. Mais vous aviez quel âge quand vous avez commencé à écrire ? Les premières histoires, j'étais en 6e.
C'était des nouvelles très courtes, 2-3 pages. Et puis après, petit à petit, ça faisait 10 pages. Et après, en seconde, j'ai écrit un roman. Et voilà, c'était petit à petit, d'année en année, de plus en plus de pages, de plus en plus d'idées. Je regardais énormément de films. Je lisais, je voyais des films. J'écoutais beaucoup, beaucoup de musique. Et en plus, moi, je suis de la dernière génération. Il n'y avait pas encore l'iPhone. Il n'y avait pas toute la musique et les films et tout ça en illimité. Il n'y avait pas Netflix. En illimité. En Absolument. illimité. Et quand il n'y a pas ce truc-là en illimité, ça veut dire que vous savez que ce n'est pas extensible à souhait, parce qu'il faut payer tout simplement. Voilà. Et donc quand vous lisez un truc, ou que vous voyez un film, ou que vous écoutez un morceau, vous n'allez pas pouvoir en écouter 50 derrière. Donc celui que vous lisez, que vous entendez, que vous regardez, vous le regardez avec une acuité démultipliée. Et les disques, on les réécoutait Ah ouais, tout le temps. Tout le temps. Moi, j'avais un Walkman, quoi. Enfin, là, quand je dis ça, j'ai l'impression d'une autre génération. Un Discman. Ah bah non, c'était déjà la balado-diffusion. Ouais. Vous étiez très moderne. Ouais, absolument. Mais alors, Stephen King, c'était par le frère. Mais les autres auteurs que vous avez découverts, est-ce que vous êtes allé très tôt en librairie ou est-ce que toujours vous avez dévoré ce qui était près de vous? Alors déjà, donc, il y avait Stephen King par le frère. Il y avait les histoires Kipling. Kim, le livre de la jungle, ça c'est ce qu'on me lisait. Il y avait Daniel Pennac, quand j'étais petite, moi on me lisait du Pennac à fond. Et j'étais surtout abonnée. On a le droit de faire de la pub ou pas? Je sais pas. Oui, j'étais abonnée à Je Bouquine. Ah oui. Je lis des histoires vraies, Je Bouquine, Phosphore. Mes parents m'ont toujours abonnée. Moi je me souviens de J'aime lire. Ouais. Ah, J'aime lire, c'est ça, super. C'est tout, ouais. Ah, ouais. Et Je Bouquine, c'était toutes les semaines, je crois. Ouais. Et dans Je Bouquine, il y avait un truc qui était hyper bien fait, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait une histoire qu'on lisait. Et il y avait une bande dessinée qui était un extrait d'un grand classique en bande dessinée pour faire découvrir aux plus jeunes les grands classiques. Donc, en fait, dans Je Bouquine, vous aviez un fascicule, vous aviez votre histoire, parfois c'était Marion de Muraille, Pennac ou autre qui décrivait. Plus cette bande dessinée, ça allait être Les Hauts de Hurlevent, ça allait être Stephen King, ça allait être, je sais pas moi, Steinbeck. Mais c'était en bande dessinée, donc c'était hyper accessible. Ouais. Et avec ça, vous aviez 10 pages qui vous expliquaient qui était l'auteur, qu'est-ce qu'il avait fait, en quelle année et tout. Et pour moi, c'était un monde entier qui s'ouvrait. J'ai lu tellement... Toute la littérature américaine que j'ai aimée, ça vient de Je Bouquine. C'est quand même incroyable. Non, mais c'est génial. Ouais, c'est super. Non, moi, je sais pas... vraiment, merci à ceux qui ont créé Je Bouquine, parce que ça a été des très, très grands moments de découverte dans mon enfance, puis mon adolescence. Et alors justement, vous parliez de Steinbeck, ça fait partie des auteurs Ça fait partie des grands auteurs que j'ai lus quand j'étais collège et lycée, surtout au lycée, début de lycée. Et c'est marrant parce que c'est pas Des souris et des hommes qui a été le livre qui m'a marqué, pas du tout, c'était Rue de la Sardine. Le premier texte que j'ai lu et qui m'a époustouflée, c'était Rue de la Sardine. C'était quoi, Rue de la Sardine? C'était... alors ça tout se passait dans une rue. C'était les personnages qu'on connaît chez Steinbeck qui sont à la fois complètement tordus, cassés, pris dans l'histoire américaine, pas d'argent, beaucoup d'alcool, beaucoup d'humour, beaucoup de morts, beaucoup d'amour déçu, beaucoup de sexualité aussi, et avec cette espèce de vivacité qu'on lui connaît. C'était très court comme texte, 100 pages. Et j'avais été, je me rappelle très bien, c'était dans la collection peut-être Folio à 2 €, là. Enfin, je sais pas si elle existe encore cette collection, mais j'avais découvert ça comme ça. Si. Et après, la très très grande découverte, ça a été à l'Est d'Éden. Ouais. Oh là là, et là je me suis dit c'est possible, on peut faire ça. Et ça a été un monde entier qui s'est ouvert à moi, parce que après ça, je me suis penchée sur ces grandes sagas. Enfin, ce que moi j'appelle une grande saga, c'est fresque américaine, voilà. Donc j'ai lu, ça n'a rien à voir, mais j'ai lu Armistead Maupin, les Chroniques de San Francisco. À l'époque, il y avait que 7 ou 8 tomes, 7 tomes, je crois. Oui, Tome, pas Tom. C'est l'Auvergne qui ressort. C'est l'Auvergne qui revient. C'est jaune. C'est jaune. Voilà. C'est rose. Mais c'est bien. Tome. C'est plein de couleurs. Ouais. Les accents. Et alors, j'ai lu les Chroniques de San Francisco que j'ai adoré, mais adoré. Vraiment, je lisais ça de manière totalement obsessionnelle. Et alors, vous partagiez, vous aviez envie que vos amis lisent aussi? Vous étiez... J'ai pas de souvenir de partage de lecture avec mes amis. Pourtant, je crois que mes amis lisaient aussi. Hein. Mes parents lisaient beaucoup, mes frères lisaient aussi. Mais j'ai pas de souvenir. Pour moi, je crois que c'était quelque chose de très personnel, de très individuel. Et en plus, je suis de la génération Harry Potter, moi, qui a vu à 11 ans, il y avait le premier tome, à 12 ans le deuxième, avec les librairies qui ouvraient à minuit, et toutes ces centaines de gamins qui passaient sous les grilles pour avoir des livres. Donc moi, j'ai eu la chance de voir ça et d'y participer. Donc il y a eu, dans début des années 2000, eu un engouement de lecture chez les jeunes
qui existent encore, hein, parce que quand on voit Nos étoiles contraires, Twilight Oui. et compagnie, c'est vraiment c'est resté ça en jeunesse. Mais moi, ça, voilà, il y a eu Stephen King, il y a eu Harry Potter, il y a eu Steinbeck, Armistead Maupin, et c'est marrant parce que tout ça, c'est quand même pas des auteurs français. C'est ce que j'allais vous dire. Pénac quand j'étais plus petite, Ouais. mais Et Maupassant, alors Maupassant, j'ai adoré Maupassant au collège. j'imagine, pour J'ai adoré Maupassant. l'univers, même les nouvelles de Maupassant qui Bah, sont c'est extraordinaires. extraordinaire. Ça. J'ai lu Une vie. Une vie, Maupassant m'a beaucoup marqué. J'adorais l'héroïne. Je me disais, mon Dieu, mais ce qui lui arrive, mais comment fait-elle pour être encore debout? C'est quand même dingue. Et pourtant, quand on lit Une vie de Maupassant aujourd'hui, c'est tellement, tellement, tellement contemporain. Tellement d'actualité, ça n'a pas pris une ride. C'est ça, pour moi, un livre génial, au sens propre du terme, c'est un livre qui traverse les siècles. Qu'on peut lire avec ce regard de l'extrême contemporain en se disant, mon Dieu, mais on aurait pu l'écrire aujourd'hui. Le dernier livre de Franck Bouis, on en parlait, Ouais. Né d'aucune femme, c'est Une vie de Maupassant. C'est exactement ça, avec son écriture et sa noirceur. Évidemment, ouais. Donc c'est vrai que moi, la littérature française, je crois que je l'ai redécouverte un peu plus tard, à l'âge de 19-20 ans, tout simplement parce que comme beaucoup d'élèves, malheureusement, on m'obligeait à lire de la littérature française. Et comme c'était obligatoire, comme c'était noté, je m'en suis détachée, quoi. J'ai pas eu envie. Et 19-20 ans, je découvre, pour le coup en classe préparatoire, Tropisme de Nathalie Sarraute, Ouais. ce qui était quand même pas évident. Non. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la profusion d'émotions en très peu de phrases qui m'a beaucoup marqué dans ce texte-là. Je découvre Jean Echenoz avec Courir, qui est pour Ouais. moi un des très grands textes de la littérature française. Et je me dis, tu as raté quelque chose. Tu t'es détourné d'une littérature pour de mauvaises raisons, pour des raisons bêtement adolescentes et provocatrices. Et là, je me suis replongée en littérature française. J'ai essayé de rattraper ce retard phénoménal accumulé. Et j'ai redécouvert des auteurs. Il y a un auteur qui aurait pu beaucoup vous plaire, c'est Jean Giono. Eh ben, Est-ce que vous j'ai avez- découvert ça à 25 ans. Colline Bah ouais. de Giono est un très grand livre. Quand on vous lit et quand on voit votre rapport à la nature, à la sensualité, il y a le chant du monde, tout ça chez Giono, c'est vraiment c'est très beau. magnifique. Très, très On beau. entend la nature qui bruisse, on ressent les couleurs. C'est très sensuel, Giono. Abs- Extrêmement sensuel. C'est terrible aussi, ces histoires. J'ai découvert ça un peu plus tard, à 25 ans, et j'ai découvert Giono par le biais de ces auteurs auxquels j'étais liée géographiquement, qui sont Marie-Hélène Lafon, Pierre Bergogneau, Mathieu Riboulet, des auteurs du centre de la France. Ouais. Très, très marqués par la terre, par la géologie, par cet aspect insulaire, mais sans la mer. Insulaire par la terre, quoi, voilà, par les montagnes. Et donc, je suis retournée à Giono, à Marcel Pagnol aussi, parce que Pagnol n'est pas Oui. que l'auteur de comment dire, du château de ma mère et compagnie. et de la garde de mon père. Mais il y a là-dedans des choses magnifiques. Et c'est vrai que moi, je suis revenue à la littérature française par la géographie française, mine de rien. J'ai adoré Julien Gracq, Ah bah oui. Oui, bah, immense géographe. Du coup, je vous écoute. Oui, Alors, je voyage, j'imagine. voyageons. Je lis Julien Gracq et du coup, je me mets dans son harmonie avec la nature. Non, mais je pensais aussi, justement, on parle de la nature. Oui. Et on a parlé de Martin Eden, mais le premier livre, peut-être, ou l'auteur qui, pour vous, a le mieux retranscrit, on parlait de la terre, cette vitalité, ce serait lequel? L'auteur absolu de- l'auteur absolu. absolu. L'auteur absolu. En littérature française ou étrangère Non. ou n'importe. International, International. sur la nature, sur la sensualité, sur ce que vous recherchez vous aussi dans votre écriture. C'est une très bonne question. Je sais que si la question était en littérature française, je vous dirais tout de suite Marie-Hélène Lafon. Ah ouais. Ça fait 10 ans que je lis Marie-Hélène Lafon et ça fait 10 ans que j'ai cet émerveillement absolu. Et même ces sensations très fortes intérieures. Pour moi, lire un livre de Marie-Hélène Lafon, c'est une histoire d'amour. Avec sa langue, avec son écriture, avec ses personnages. Il y a quelque chose d'époustouflant pour moi à lire ces textes. Ensuite, si on parle d'un point de vue beaucoup plus général ou international, sans doute que l'auteur qui m'a le plus emporté, alors c'est pas Jack London pour moi, ce sera
Henry David Thoreau. Ah oui, moi aussi. Walden. Walden ou La vie dans les bois. Mais on est à la fois dans le romanesque, dans le politique, dans l'essai. Peut-être que c'est pour ça que ça m'a très emporté, parce que ça m'a... tout d'un coup, ce n'était plus qu'une histoire d'imagination, c'était très ancré dans la réalité et dans la mienne. Je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai eu la sensation de passer dans l'âge adulte quand j'ai compris qu'une histoire, même si elle est de la fiction, vous apprend quelque chose de vous-même dans votre réalité. Et ça peut-être que Thoreau, ça a été un déclencheur pour moi de ça. De ça. Ouais. Alors, c'est marrant parce que vous avez employé un adjectif, et je vous ai souvent écouté parler des livres que vous aimiez, etc. Et souvent, vous dites époustouflant. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans cet époustouflant Je mets ce regard qui tout d'un coup est ébloui. Ouais. Mais c'est plus qu'un éblouissement, c'est plus que cette capacité d'illusion qu'on a avec la langue ou avec une histoire. Je pense que dans cet aspect époustouflant, il y a oui, effectivement, le fait d'être ébloui, mais aussi la capacité qu'a un texte ou la langue d'un auteur de modifier notre perspective des choses, des événements, des autres aussi. Il me semble que les auteurs qui sont importants pour nous sont ceux qui arrivent à construire des ponts entre ce qu'on est, ce qu'on pensait et les autres. La transmission absolue qu'est un livre. Le rapport à l'autre que va construire un livre. On l'oublie, en fait, ça. Il n'y a rien de plus excitant que de parler d'un livre qu'on a aimé avec quelqu'un qui a lu ce livre aussi. C'est pareil en cinéma, c'est pareil en peinture, mais je pense que dans tous les débats sur la culture qui existe aujourd'hui, on oublie cet aspect, il me semble, éminemment nécessaire de la construction invisible qu'est un texte, qu'est une œuvre entre celui qui lit, entre ceux qui lisent, ceux qui font et ceux qui découvrent. Est-ce que vous relisez beaucoup ? Oui. Oui. Je relis beaucoup. Quand j'étais ado, j'ai beaucoup relu Harry Potter. J'ai adoré relire Harry Potter. Même si vous connaissez l'histoire. Mais je connaissais déjà l'histoire, mais j'adorais. Ouais. C'était un autre plaisir. J'ai beaucoup relu Colline, parce que je me suis beaucoup inspirée de ce texte-là. J'ai beaucoup relu Marianne Lafont. Il y a un texte de Léonore Desrécondos qui s'appelle Amour, qui est sorti en 2015, qui pour moi est un des très beaux un des 10 meilleurs textes de ces dernières années, quoi. Enfin, il faut ce texte-là, il faut le lire, le relire, l'offrir, parce qu'il est il est tellement bien mené, il est tellement parfait dans son écriture, dans sa narration. Moi, ça a été quel bouleversement, ce texte-là. Il y a un autre texte de langue espagnole qui s'appelle Le Puits, de Ivan. Je vais dire une bêtise sur le nom. Relica, Reblinka. Le Puits, c'est à lire. C'est d'une violence, d'une cruauté et en même temps d'un espoir fou que moi je place dans la lignée de cette trilogie d'Agatha Christophe qui s'appelait le Grand Cahier, peut-être, je sais plus, qui sont pour moi des textes très très beaux, d'une ardeur et d'une raideur absolue, et je mets Le Puits et Amour dans la même lignée de ces textes-là, qui font partie de ma construction personnelle, de ma construction intérieure. Alors, ce qui est joli quand vous parlez de vos lectures et des livres que vous avez aimés, c'est qu'il y a quelque chose presque de physique dans un rapport au texte. Mais moi, tout passe par le... Tout passe par le corps. Enfin, moi, je suis pas du tout pour mettre d'un côté le corps et de l'autre l'intellect ou la pensée. Je crois que moi, un texte, je le ressens physiquement. C'est comme si comme si le texte était un grand bol d'eau chaude et que on mettait moi un sachet de thé et que j'infusais dedans et que tout d'un coup ça me... Tout d'un coup, je suis envahie, quoi. Je suis envahie par cette chaleur, par ce cocon, par cette langue, ces mots-là. Le mot langue au sens très général du terme, tous les sens du terme, physique et intellectuel. Le langage et la langue. Et c'est vrai que pour moi, le bouleversement, il n'est pas que dans la pensée, il est dans le corps aussi. C'est la boule au ventre, c'est l'excitation, c'est la peur, la terreur, voilà, cette terreur d'enfance. Ouais. Et peut-être qu'en grandissant, cette terreur d'enfance a été remplacée par cette envie d'absolu, ce désir. Voilà. Le mot important, c'est le désir. Ça peut être un désir sensuel, sexuel, terrifiant ou drôle,
mais il est là, quoi. Et Fantastique. Il y a Il est quelque chose, fantastique, on parlait, non, c'est vrai Ouais. qu'on parlait de Stephen King, mais Mm. il y a quelque chose qui s'est ancré un peu en vous sur le fantastique, Mm. qui me fait penser parfois moi aussi à la littérature même polonaise. Il y a une auteure, Olga Tokarczuk, qui est incroyable, et qui comme ça, dans un village, quand je vous lis, je pense aussi à ce qu'elle écrit, même sur des choses un peu de sorcellerie, ou sur l'animalité aussi, Ouais. surtout de l'animalité de de la l'homme. dévoration. Je pense à un livre, à Le Guépard, Ouais, ouais. incroyable, où chaque personnage a pour emblème et est défini par un vocabulaire animalier très particulier. Mais peut-être que voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce rapport à la terre passe aussi par ce rapport à l'animalité et à la sorcellerie. Au fait qu'on est dépassé par ce qu'on est que de passage et qu'il y a des grandes forces au-delà de nous-mêmes qui passent par le langage, qui seront toujours plus fortes que nous. Enfin, c'est-à-dire que nous, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Et peut-être que les auteurs sont des passeurs entre ce qui nous dépasse et la sensation de se sentir si petit. On parlait tout à l'heure de littérature française. Émile Zola a pas mal fait passer comme ça des personnages traversés par des hérédités, Thérèse Raquin, je pense notamment. Émile Zola a fait ça, Balzac évidemment, Maupassant. Ouais. Comment ne pas le citer. Je pense qu'en fait les grands classiques français, même si on parle de Flaubert, si on parle d'un cœur simple ou d'éducation sentimentale, ce sont des personnages traversés. Salammbô, on parlait du voyage, c'est exactement. sublime. C'est des personnages traversés et fracassés par cette traversée, Ouais, qu'on très retrouve beau. en morceaux. Et c'est pour ça qu'on aime tant les lire, qu'on aime encore les lire, quelle que soit la difficulté de la langue parfois, qui est si belle. C'est se dire on connaît ces histoires-là, on les connaît d'avance. Et pourtant, on a envie de savoir, on a envie de voir des personnages tomber. On a envie de voir des personnages traverser le monde, être traversés par le monde et finir en morceaux. Ça dit quelque chose de l'humanité. Ça dit quelque chose de cette écriture qui nous devance, de cette littérature qui nous devance et dont on a absolument besoin. Alors forcément, j'ai envie de parler de poésie. Ah oui, allons-y. Comme on est ensemble, Les Ronces, c'est une très très belle histoire. Vous nous racontez un tout petit peu l'histoire de ce... Des ronces. Ouais. Alors Les Ronces, en fait, c'est un recueil de poèmes qui a été publié l'année dernière, en 2018, Ouais. en juin 2018, et c'était le résultat de 6 ou 7 années de publication sur Facebook de poèmes. J'ai toujours aimé écrire de la poésie. Je ne l'avais jamais publié parce que l'état de l'édition poétique en France étant ce qu'il est, je n'ai même pas essayé de prendre ce risque-là. Et je me suis dit, ok, utilise ce réseau social comme un laboratoire et fais cette expérience-là. Et au bout de 7 ans, il y a une communauté de lecteurs qui s'est formée autour de ces poèmes. Et donc, de manière assez contemporaine, l'édition n'était pas le début du texte, mais la fin du texte. C'est-à-dire que c'était la fin du processus. Après 7 ans de publication en ligne, le format papier venait clore un premier chapitre de publication. Le deuxième est en cours puisqu'il sortira en mars 2020, si tout va bien. Oui, parce que vous avez eu le prix. Le prix Apollinaire, ouais, tout à fait. C'est un... Ça, c'est quand même un beau signal par rapport à ce qu'on Énorme, disait sur c'était- l'édition de la poésie. Ah, mais c'est un très beau signal pour ma maison d'édition, pour la poésie de manière générale, quoi qu'on en dise. Narrative aussi. Enfin, Et très voilà. narrative, très narrative, où chaque poème raconte une histoire de manière très simple, très directe, très brute. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une très grande aventure, les ronces. Même encore maintenant, j'ai presque un peu du mal à en parler de manière calme ou avec beaucoup de distance, parce que j'ai pas la distance nécessaire. Je suis encore très... très enfoncée dans ces textes-là. Il faut que j'en sorte pour le prochain, qu'il faut écrire, en tout cas qu'il faut rassembler. Voilà. Et en tout cas, la poésie française, notamment, a toujours fait partie, pour le coup, de mon apprentissage d'écriture. Très longtemps, et encore maintenant, je me suis obligée, comme un exercice intellectuel, d'apprendre par cœur des poèmes. Ouais. Et très souvent, je me récite des Vous en poèmes. connaissez encore, là? Vous pourriez Oui, nous en... il y a un Merci. texte, il y a un poème de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Enfant. Et en fait, ce poème, c'est le poète est sur une île grecque qui s'appelle Chios, qui a été dévastée par les Turcs, et le poète rencontre un enfant grec qui est tout seul, qui pleure.
Et le poème, c'est les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kyo, qu'ombrageaient les charmilles. Kyo, qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais. Et le soir, quelquefois, un cœur dansant de jeunes filles. Tout est désert, mais non. Seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbé, sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur, comme lui, dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus, près des rocs anguleux, hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde. Que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent et parent autour de ce beau front comme les branches ou les feuilles sur le saule. Voilà, après il est très très long ce poème. Hein. Mais oui, je me suis dit que vous n'aviez pas choisi le il est très très long, je pourrais, mais on en aurait pour au moins encore 5 ou 6 minutes. Il faudrait faire un nouvel épisode. Il faudrait faire un autre épisode là-dessus, mais il y a pas mal de poèmes comme ça. Je connais beaucoup de poèmes de Victor Hugo en fait. Je sais pas pourquoi, il y en a énormément. Il y avait un début de... Je peux pas tous les réciter, mais il y a un début de poème qui est très connu sur Napoléon Bonaparte, qui dit: ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, du premier consul déjà par maint endroit le front de l'empereur brisé, le masque étroit. Bon, c'est Victor Hugo, c'est d'une simplicité exemplaire, et on ne peut que... on peut pas imiter ce genre d'auteur évidemment, mais on ne peut que s'en inspirer, s'en nourrir. Mais c'est marrant parce que vous disiez j'aime apprendre des poèmes et pouvoir les réciter, mais ça vous fait du bien. J'adore ça. C'est comme faire du sport pour moi. Ouais. Ça les mêmes. Il y a un truc physique. Déjà, il y a le fait de réciter, c'est le langage intérieur qui devient public. Corporel. Et corporel. Immédiat sur la poésie, c'est vrai. Absolument. Et c'est pas que il y a votre timbre de voix. Il y a la rapidité, il y a le rythme, bien sûr, mais il y a aussi tout votre corps. Il y a comment on bouge les mains, d'où ça vient en vous, pourquoi tel poème vous a marqué, pourquoi celui-là vous êtes capable de l'apprendre par cœur, pourquoi Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil, qui est très long. Moi, je m'en souviens, alors que je me souviens pas forcément des poèmes de Maurice Carême que j'apprenais quand j'étais en primaire. Voilà. Et moi, ça me pose question, ça, parce que dans la poésie, il y a cet aspect tout à fait l'huile essentielle de la littérature, c'est la poésie. Ce sera le titre de l'épisode de podcast. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on est... Moi, je fais partie des gens qui sont très, très marqués. Très marqués. Parce que dans chaque moment, difficile ou pas de ma vie, il y a eu un poème ou un vers qui est venu. Quand ma grand-mère est décédée, c'était René Guicadou. Ce sera comme un arrêt brutal du train, au beau milieu de la campagne, par un bel après-midi. Voilà, la mort, c'est ça pour René Guicadou. Et tout d'un coup, j'ai appris ça. Et c'est une phrase que je me répète toutes les semaines, tous les mois, quand un moment difficile arrive. Et ça vous... Ce sont des phrases qui sont sur vos épaules. Voilà. Mais je ressens une certaine vitalité, moi, pour la poésie auprès des auteurs de votre génération. On parlait un peu de François-Henri Dézérable, mais sur le fait de réciter, partager, aimer vraiment la poésie. Oui, et puis d'être traversé par elle, on en parlait tout à l'heure, d'être bouleversé, traversé, époustouflé, pour reprendre ce mot. Mais, qui est très beau parce qu'il est physique. C'est pour ça qu'il est intéressant. Physique, et puis d'être secoué, au sens propre du terme. Et on en revient à ce désir d'apprendre, ce désir de connaître. Et tout d'un coup, vous avez un auteur qui parfois est mort depuis 3 siècles et qui, avec ses mots, est capable de formuler votre émotion, que vous étiez incapable de dire. Et alors ça, pour moi... c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. C'est le passage d'un mot à une émotion entre quelqu'un qui ne sait pas dire et quelqu'un qui sait dire. Et tout devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus désirable et beaucoup plus, pas facile, mais plus simple. Et vous, vos plus belles émotions à écrire, ce sont lesquelles alors en tant qu'auteur ? Il y a le rapport au paysage, ça on en a déjà parlé. Il m'est arrivé assez souvent dans ma vie d'être tout à fait... tétanisé par la beauté d'un paysage ou d'un lieu. Et je crois que mes plus grandes émotions d'écriture sont passées dans la description de ces tétanies qui n'en finissent jamais. Et vous savez, c'est une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Joyce Carol Oates, qui parlait de l'immunité progressive de l'existence. Et je me rends compte, alors je ne suis pas très âgée, mais je me rends compte qu'en grandissant, pour ne pas dire vieillir, certaines émotions sont peut-être plus simples à appréhender,
Or, pour l'instant, il y en a une chez moi qui n'est pas simple et qui continue de me tourner dans tous les sens, c'est cette tétanie face au grand paysage. Alors quand je dis grand paysage, c'est pas forcément les grands espaces, hein, ça peut être une église au milieu de nulle part, ça peut être un champ, ça peut être une montagne, ça peut être un versant de colline. Il y avait Marguerite Yourcenar qui parlait des Flandres et qui disait « Nous avons ici des montagnes que partout ailleurs on appellerait collines ». Ça, c'est magnifique aussi. Mémoire d'Adrien, je crois que c'est un livre qui était... Ouais, alors moi j'adore Marguerite Yourcenar. Quand j'ai lu Marguerite Yourcenar pour la première fois, je me suis dit, est-ce que c'est la peine d'écrire après C'est exigeant, hein? C'est une exigence folle, mais aussi d'une liberté folle. Moi, elle m'a appris ça, Marguerite Yourcenar, que la liberté va de pair avec l'exigence. Il n'y a pas de liberté sans exigence et sans désir. Et il y avait cette phrase... Moi, j'ai appris Marguerite Yourcenar par ce texte qui s'appelle « Alexis ou le traité du vain combat », et avec cette fin incroyable où Alexis dit à sa femme « Je vous demande pardon, non pas de vous quitter, mais d'être resté près de vous si longtemps. » Ça se termine comme ça. Et ça m'avait... Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer, mais de colère, d'émotion en lisant ce texte. C'est ahurissant. Vous aviez quel âge, Marguerite Yourcenar? J'avais 20 ans. À quel âge? 20 ans. Et ça reste... Et toujours par vous-même, ou c'est quelqu'un qui vous en a parlé? Marguerite Yourcenar, c'est parce qu'elle avait sa maison à Petite Plaisance en Amérique, dans le Maine, et le Maine, c'est Stephen King. Donc c'est grâce à Stephen King que je suis arrivée à Marguerite Yourcenar. C'est bizarre, hein, c'est très on parlait étonnant. Des ponts. Non, mais c'est les ponts, ça qui est beau dans la géographie. Voilà, on en revient à la géographie des auteurs, et qu'est-ce que j'ai pu être... Voilà, j'ai même de l'émotion à en parler maintenant. Ça a été une très très grande révélation, ouais, pour moi. Mais presque un peu difficile, parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut écrire derrière ça? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a dit ça, qu'on a écrit ça, une fois que les mémoires d'Adrien sont écrites, que Feu est écrit, c'est un recueil de poèmes d'elle, que l'œuvre noire, qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh ben, on fait soi-même, on se fait soi-même. C'est ça que ça nous apprend, ces grands auteurs-là, à se faire soi-même, avec exigence et liberté absolue. Alors, on se fait soi-même avec liberté absolue. Alors, votre prochain livre, oui. On peut en parler un petit peu. Il sort dans quelques mois. Une bête au paradis. Une bête au paradis, c'est un livre, c'est un huis clos dans une ferme à la campagne, dans le Limousin ou la Corrèze. Mais ça peut se passer ailleurs, on choisit, évidemment, c'est pas dit. Et c'est l'histoire de Émilienne qui tient cette ferme et qui non seulement doit s'occuper des animaux et des terres, mais doit élever seule ses 2 petits-enfants qui sont Blanche et Gabriel. On suit la trajectoire notamment de Blanche, qui est l'aînée, qui devra reprendre cette ferme et qui, à 17 ans, tombe follement amoureuse d'un camarade de classe, Alexandre. Mais pour Alexandre, réussir, ce n'est pas réussir à la campagne, réussir, c'est partir, c'est réussir à la ville, c'est être reconnu. Alors que pour Blanche, réussir, c'est reprendre les rênes des terres familiales. Alors Blanche et Alexandre vont être séparés pendant 12 années. Et puis un beau jour, Alexandre revient, auréolé de sa gloire. Et à partir de là, je ne peux plus dire grand-chose. Mais il revient sur cette terre-là, sur cette ferme, pour récupérer Blanche. Et c'est l'histoire de ces 2 adolescents qui sont devenus des adultes, qui sont tous les 2 meurtris par la violence de leurs ambitions, par la violence de la terre, par la violence de la campagne, qui sont tous les 2 très amoureux l'un de l'autre, mais aussi très amoureux d'eux-mêmes et de leur certitude. C'est un texte très sensuel, beaucoup plus sexuel que les précédents. Et c'est pour la première fois un texte où mon héros principal est une héroïne. C'est très nouveau pour moi, ça. Et je crois que c'est un texte éminemment charnel, fondamentalement noir et très violent. Mais ça a été le texte pour lequel j'ai le plus lâché les chevaux. J'ai changé d'éditeur aussi. Ouais. Donc c'est un texte que j'écris sans éditeur, puisque j'ai quitté les éditions Viviane Ami pour écrire ce texte sans éditeur, en liberté, pour revenir comme au départ, comme il y a 12 ans. Et quand je relis maintenant les épreuves de ce texte-là, je me rends compte à quel point j'ai laissé tomber, où je me suis débarrassée de ma coquille d'auteur très sage en littérature française. Oui, vous parliez sur la sexualité, cette notion de sensualité, sexualité charnelle. Ouais. C'est vous qui vous bridiez, en fait? Tout à fait. Parce que d'une part, je ne savais pas en parler. Il n'y a rien de plus difficile que de faire des scènes sensuelles ou sexuelles. C'est très, très dur. Et d'autre part, parce que j'étais persuadée que ce n'était pas ma place. Or la place d'un auteur est là où il l'a créée. Donc là, j'en ai créé une nouvelle, on verra. Peut-être que ce sera mon terrier pour des années à venir, ou peut-être pas. Le terrier. Voilà. Je ne peux pas répondre encore à cette question, on va voir. Et alors, avant de conclure, quand on vous a photographié pour Reading Wine, pour l'expo Lecture Mon Amour, vous aviez choisi Paul et Virginie. Tout à fait.
Sauf que là, j'ai pas Paul et Virginie avec moi comme texte. Non. Paul et Virginie, c'est un texte qui m'a beaucoup marqué. Mais j'y pense avec cet amour. Tout à fait. Ouais. Donc c'est cette histoire d'amour en lieu exotique. Ouais. Et puis voilà, j'ai appris par cœur des passages de Paul et Virginie parce que c'est un des livres que j'ai le plus lu. Il y avait ce passage où le jeune homme dit pour moi, depuis que je ne vous vois plus, je suis comme un père qui a perdu ses enfants, comme un ami qui n'a plus d'amis, comme un voyageur qui erre sur la terre où je suis resté seul. Et quel effondrement intérieur de lire ça. Quelle déclaration d'amour noire et terrible, mais c'était très beau. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce texte-là à l'époque, quand on avait fait nos photos. Et vous l'aviez très bien lu. Alors là, Merci. je sais que vous en avez amené un J'ai autre. pris une pièce de théâtre. Belle Paul idée. Claudel, Paul Tête d'or. Claudel, magnifique. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vraiment magnifique. Oui, Alors, j'adore pourquoi ce texte-là, en particulier de Paul Claudel, qui est... Je crois que ce que j'aime chez Claudel, c'est ce mélange de rigueur de la langue, de rigueur de la pensée, et en même temps de ce foisonnement sensuel qui va avec. Absolument. Et j'ai aussi choisi ça parce que depuis que j'ai une amie qui me surnomme Tête d'or. Ah oui. Oui, qui m'appelle toujours Tête d'or, et c'est pas forcément à cause de la couleur de mes cheveux, Non, mais qui bah, me disait que je oui. ressemblais beaucoup au personnage principal. Et je vais lire le départ. Ouais. On vous écoute. C'est Cébès. Me voici, imbécile ignorant, homme nouveau devant les choses inconnues, et je tourne ma face vers l'année et l'arche pluvieuse, j'ai plein mon cœur d'ennui. Je ne sais rien, je ne peux rien, que dire, que faire, à quoi emploierai-je ces mains qui pendent, ces pieds qui m'emmènent comme le songe nocturne. La parole n'est qu'un bruit et les livres ne sont que du papier. Il n'y a personne que moi ici, et il me semble que tout, l'air brumeux, les labours gras, et les arbres et les basses nuées me parlent avec un discours sans mots, douteusement. Le laboureur s'en revient avec la charrue, on entend le cri tardif. C'est l'heure où les femmes vont au puits. Voici la nuit, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'attends? Et je réponds, je ne sais pas. Et je désire en moi-même pleurer, ou crier, ou rire, ou bondir et agiter les bras. Qui je suis, des plaques de neige restent encore, je tiens une branche de minonnet à la main, car Mars est comme une femme qui souffle sur un feu de bois vert. Que l'été et la journée épouvantable sous le soleil soient oubliés. Ô chose, ici, je m'offre à vous, je ne sais pas, voyez-moi, j'ai besoin, et je ne sais pas de quoi, et je pourrais crier sans fin, tout haut, tout bas, comme un enfant qu'on entend au loin, comme les enfants qui sont restés tout seuls, près de la braise rouge. Merci. Merci à C'est vous. cool. Et je ne peux que vous dire, stay wild. Oui. Qui Mais prie j'en ai bien l'intention. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.